Tu es un monstre, elle l'a dit comme on pose un tampon sur un dossier. Sans éclat, sans tremblement. Un verdict froid, prononcé haut à-dessus d'une table encore encombrée des restes du déjeuner. Maman, il y avait des assiettes sales, une carafe d'eau à moitié vide, des miettes de pain collées à la nappe. Une scène ordinaire, presque intime. Et pourtant, à cet instant précis, j'ai senti l'air se figer, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Ma belle fille me regardait droit dans les yeux, les bras croisés, le menton légèrement relevé. Cette posture de jeune femme sûre d'elle, persuadée d'être du bon côté de l'histoire. Son rouge à lèvres était impeccable, sa voix nette. On aurait dit qu'elle répétait une phrase qu'elle avait préparée depuis longtemps. Pas une insulte lancée sous la colère, non. Un mot choisi, calibré, destiné à me coller à la peau. Un monstre, répéta T.A.L. en appuyant sur chaque syllabe, comme si elle voulait que tout le monde l'entende. Et tout le monde l'a entendu. Mon fils était là, assis à côté d'elle, les yeux baissés sur son verre, comme si le liquide pouvait lui offrir une échappatoire. Il n'a pas bougé, il n'a pas protesté. Il a respiré plus vite, je l'ai vu à son cou, mais il est resté muet. Ce silence-là, je le connaissais. C'était le silence des hommes qui confondent lâcheté et paix familiale. Les peu autour, il y avait aussi 2 voisins invités, et ma petite fille qui jouait dans le salon avec des cubes en bois. Personne ne comprenait exactement ce qui se passait, mais chacun sentait que quelque chose venait de franchir une limite. J'ai entendu un léger raclement de gorge. La voisine a posé sa fourchette, sans oser regarder qui que ce soit. Un malaise épais s'est installé, comme une fumée invisible. Moi, je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai senti d'abord une douleur brutale, presque physique, au milieu de la poitrine. Pas parce que je croyais ce mot, mais parce qu'il était prononcé devant témoins, avec l'intention claire de m'humilier. À 69 ans, après une vie entière à donner, à arranger, à pardonner, on me réduisait à une caricature, la belle amère malveillante, la vieille femme toxique qu'il faut combattre. Je me suis regardée de l'intérieur, comme si je sortais de mon propre corps pour observer la scène. Mes mains étaient posées sur la nappe. Elles ne tremblaient pas. C'est cela qui m'a surprise. La stabilité, la froideur qui s'installait sous la douleur. Ce n'était pas l'absence d'émotion. C'était un déclic. J'ai compris, dans cette seconde, que ce mot n'était pas un accident. C'était une stratégie. Parce que traiter quelqu'un de monstre ne sert pas seulement à blesser. Ça sert à justifier ce qu'on va faire ensuite. Quand on vous déshumanise, on se donne le droit de vous écarter, de décider à votre place, de vous prendre ce qui vous appartient en prétendant vous protéger ou protéger les autres. Je l'ai regardée longuement. Elle attendait une réaction. Un cri. Une gifle. Des larmes. Quelque chose qui confirmerait son récit. Elle voulait que je devienne, enfin, le personnage qu'elle avait construit dans sa tête. Un monstre qui explose. Mais je ne lui ai pas offert cela. J'ai pris une inspiration lente. J'ai senti l'odeur du café froid, celle du plat de viande qui refroidissait, celle du parfum trop sucré de ma belle fille. Et dans ce mélange banal, une pensée très claire m'a traversée, comme une lame qui coupe le brouillard. Elle croit que je suis sans défense. Ma belle fille a repris, plus fort, tout le monde le sait, maintenant. Tu manipules. Tu fais semblant d'être faible. Tu joues la victime. Elle débitait ses phrases comme des preuves, alors qu'elles n'étaient que des accusations. Elle parlait de moi à la 3e personne, en me regardant, comme si j'étais déjà absente. Mon fils a enfin murmuré. Calme-toi. Mais c'était trop faible, trop tard. Ce n'était pas un soutien. C'était une tentative de sauver l'apparence. Je me suis alors entendue dire, d'une voix étonnamment posée. Pourquoi tu dis ça? Elle a souri. Un sourire, bref, victorieux. Parce que c'est la vérité. Ce mot-là, vérité, a résonné en moi d'une façon particulière. Parce que, justement, la vérité, je l'avais. Pas une vérité émotionnelle, contestable. Une vérité écrite, datée, silencieuse. Une vérité que personne, autour de cette table, n'imaginait encore. Je n'ai pas eu besoin de me lever, ni de frapper du poing. J'ai simplement baissé les yeux vers ma serviette, comme si je réfléchissais. En réalité, je me répétais intérieurement. Ne parle pas, pas maintenant. Car je sentais, avec une lucidité nouvelle,
que le moindre mot de trop serait utilisé contre moi. Ma petite fille a ri dans le salon, innocente, et ce rire m'a serré le cœur. J'ai pensé, je dois la protéger, elle aussi. Pas en criant, pas en détruisant, en prouvant. Alors, je me suis tue. Et dans ce silence, j'ai vu, très fugitivement, un frisson passer sur le visage de ma belle fille, comme une inquiétude involontaire. Comme si, face à mon calme, elle pressentait qu'elle venait de déclencher quelque chose, qu'elle ne maîtriserait plus. Ce jour-là, j'ai ouvert les yeux. Non pas sur sa cruauté, je la connaissais déjà, mais sur l'ampleur de ce qu'elle était prête à inventer pour me faire tomber. Et je me suis fait une promesse muette, ferme, irrévocable. Je ne répondrai pas par la colère, je répondrai par la preuve. Quand elle a prononcé ce mot monstre, je n'ai pas seulement entendu une insulte, j'ai entendu, comme en écho, tout ce qui m'avait conduit jusqu'à là. Et ce soir, à là, une fois la porte refermée derrière les invités, une fois ma petite fille couchée, je me suis retrouvée seule dans la cuisine, face à la vaisselle, face au silence, face à ma vie. Je me suis revue bien avant elle. Bien avant ces déjeuners tendus, ces regards qui jugent, ces phrases qui blessent sous couvert de franchise. Je me suis revue jeune, à l'époque où je croyais que l'amour suffisait à tout réparer. J'avais des mains plus légères, une taille plus fine, et ce regard qui ne connaissait pas encore la fatigue morale. Mon mari, alors mon futur mari, avait ce charme simple des hommes qui promettent un foyer. Il me parlait de stabilité, de nous, de maison avec jardin, de dimanche tranquille. Je n'étais pas naïve, pensais à je. J'étais juste confiante. À Buddy, nous avons construit notre vie à 2, puis à 4, puis à 5, au rythme des naissances et des responsabilités. J'ai appris à compter, à économiser, à faire durer les choses. J'ai appris à être partout, dans les repas, dans les draps propres, dans les rendez-vous à l'école, dans les maladies d'hiver, dans les anniversaires. Mon mari travaillait, il rentrait tard, et je ne lui reprochais pas. Je me disais que chacun portait sa part, que la mienne était simplement moins visible. Je n'ai jamais regretté d'avoir été mère. J'ai regretté, plus tard, d'avoir été effacée. Mais mon fils, lui, a grandi avec cette douceur un peu maladroite qui me touchait. Il n'était pas violent, pas insolent. Il était influençable. Un garçon qui ne supportait pas le conflit. Je le voyais déjà petit. Lorsqu'un camarade le bousculait, il ne rendait pas le coup, il baissait les yeux. Je trouvais cela sage. Aujourd'hui, je sais que ce n'était pas de la sagesse. C'était une fuite. Je lui ai donné tout ce que je pouvais. Pas seulement de l'argent ou des services. Je lui ai donné une place dans ma vie, constante, inconditionnelle. Je l'ai défendu quand il doutait. J'ai encouragé ses études, j'ai lissé ses échecs. Quand il est parti de la maison, j'ai eu ce pincement au cœur des mères qui comprennent qu'une époque se termine. Mais j'étais fière. Je croyais que j'avais réussi. Un enfant heureux, c'est la récompense silencieuse de tant d'années de fatigue. Quand il m'a parlé d'elle pour la première fois, j'ai voulu être ouverte. Je ne voulais pas devenir ces belles amères caricaturales qu'on voit dans les histoires. Possessives, intrusives, jalouses. Je me suis promis d'accueillir cette femme avec respect, et je l'ai fait. J'ai cuisiné pour leur première visite. J'ai sorti ma plus belle vaisselle. J'ai même changé de nappe, comme si un tissu plus blanc pouvait offrir une bénédiction. Au début, elle était charmante. Polie, souriante, un peu distante. Elle observait beaucoup. Elle parlait de travail, de projets, de voyages. Elle avait une assurance que je n'avais jamais eue à son âge. Je l'ai admirée, je crois. Et puis, très doucement, quelque chose a commencé à se déplacer. Pas une attaque frontale. Des détails. Des micro-gestes. Un haussement de sourcils, quand je racontais une anecdote. Un sourire en coin lorsque je disais « dans mon temps ». Une façon de corriger mon fils devant moi, comme si j'étais une spectatrice inutile. Je me disais « elle est jeune, elle veut montrer qu'elle existe ». Je trouvais des excuses. Comme je l'avais fait toute ma vie. Le vrai changement, je l'ai senti quand elle a commencé à parler de moi comme d'un problème à gérer. Pas devant moi, au début. Par petites phrases attrapées au détour d'un couloir, d'un appel, d'un message sur l'écran du téléphone de mon fils. Ta mère s'impose. Ta mère te culpabilise. Ta mère est toxique. Des mots modernes, tranchants,
qui mettent des étiquettes sur des émotions anciennes. Je ne me reconnaissais pas dans ces descriptions. Mais je sentais qu'un récit se fabriquait sans moi. Et mon fils, au lieu de résister, s'adaptait. Il répétait ses phrases. Il changeait de ton. Il me parlait comme on parle à quelqu'un qu'on doit canaliser. Maman, ne le prends pas comme ça. Maman, tu comprends mal. Il n'avait pas l'air méchant. Il avait l'air fatigué. Comme si, pour lui, le plus important était d'éviter l'orage, même si pour cela il devait me laisser sous la pluie. Au fil des années, j'ai continué à donner, par habitude autant que par amour. J'ai gardé la petite à fille. J'ai aidé. J'ai prêté. J'ai offert. Je pensais acheter la paix à force de gentillesse. Je croyais que la générosité empêcherait la cruauté. Mais la générosité, lorsqu'elle n'est pas respectée, devient une faiblesse aux yeux de ceux qui calculent. Ce soir-là, après, tu es un monstre. J'ai compris que mon passé n'était pas seulement une suite de sacrifices. C'était aussi un terrain sur lequel ils avaient appris à marcher sans me regarder. Et cette prise de conscience n'a pas effacé mon amour. Non. Elle l'a rendu lucide. Elle m'a montré que l'affection, sans frontières, peut devenir une autoroute pour la domination. Je suis restée longtemps assise dans la cuisine, les mains autour d'une tasse vide. J'ai pensé à la jeune femme que j'étais, à la mère que j'avais été, à la belle amère que j'avais voulu être. Et j'ai compris une chose simple, douloureuse. Ce n'était pas moi qui avais changé. C'était leur regard sur moi. Ils n'avaient plus besoin de ma présence, seulement de ce que je représentais, de ce que je possédais, de ce que je pouvais encore céder. Nue et dans ce calme nocturne, je me suis fait une promesse silencieuse. Désormais, je ne donnerai plus sans comprendre. Je ne me tairai plus par peur. Je ne laisserai plus mon histoire être écrite par d'autres. Les choses n'ont pas basculé d'un coup. Elles se sont installées, jour après jour, avec cette lenteur perfide qui rend la violence presque invisible. Après ce déjeuner où elle m'avait traité de monstre, rien n'a changé en apparence. Et c'est précisément cela qui m'a troublée. Les mêmes visites, les mêmes phrases aimables en surface. Mais désormais, je voyais. Je remarquais les regards échangés entre elle et mon fils quand je parlais trop longtemps. Les silences soudains quand j'entrais dans une pièce. Les décisions déjà prises avant même que je sois consultée. On me demandait mon avis comme on remplit une formalité, sans intention réelle de l'écouter. Et si, par hasard, je m'exprimais autrement que prévu, je sentais immédiatement une tension, comme si j'avais dépassé un cadre tacite. Mais elle avait une façon très particulière de me rabaisser, sans jamais hausser la voix. Tu devrais te reposer davantage. À ton âge, ce n'est pas raisonnable. Tu te fatigues pour rien. Des phrases qui, dites devant d'autres, passaient pour de la sollicitude. Mais je savais ce qu'elles signifiaient. Tu n'es plus légitime. Peu à peu, on me parlait comme à une enfant capricieuse, dont il fallait gérer les émotions. Mon fils suivait le mouvement. Il répétait ces mots. Il utilisait ce ton calme, faussement bienveillant, qui vous donne l'impression d'être celle qui exagère. Quand je tentais de m'expliquer, il soupirait doucement. « Maman, tu vois le mal partout. » Ces phrases-là étaient pires que les attaques directes. Elles me faisaient douter de moi, de ma mémoire, de mes intentions. Je me suis surprise à préparer mes phrases à l'avance, comme si chaque mot devait être défendu. Je pesais mes réactions. J'anticipais leurs interprétations. Vivre ainsi est épuisant. Je prie, pas physiquement, mais intérieurement. C'est une fatigue sourde, qui vous donne l'impression d'occuper trop de place, même quand vous ne dites rien. Les humiliations se faisaient toujours devant témoins. Jamais seules à seules. Trop risqué. Elle savait ce qu'elle faisait. Un sourire en coin quand je me trompais. Une remarque sur ma lenteur. Un rire léger quand je cherchais un mot. Rien de suffisamment grave pour déclencher une réaction collective, mais suffisamment répétée pour muser. Un jour, alors que je gardais ma petite Achille, elle est arrivée plus tôt que prévu. Elle a regardé la scène, moi assise sur le tapis, jouant avec les cubes, et elle a dit, sur un ton presque amusé, « Tu vois, elle s'accroche encore à son rôle. » J'ai senti mes joues brûler. Mon fils a souri maladroitement. Personne n'a protesté. Je me suis tue, comme je l'avais fait tant de fois. Parce que parler aurait été présenté comme une preuve de plus de mon soi-disant caractère toxique. Le silence était devenu une obligation stratégique. Et ce silence, paradoxalement, leur donnait encore plus de pouvoir. Le soir, seul, je repensais à ces scènes. Je les rejouais mentalement,
en cherchant ce que j'aurais pu dire différemment. Puis, je me rendais compte que ce n'était pas une question de formulation. Le problème n'était pas ce que je disais. C'était ce qu'ils avaient décidé que j'étais. Je comprenais alors que le mot monstre n'était pas une exagération sortie de nulle part. C'était l'aboutissement logique de cette mécanique. Pour justifier l'effacement, il fallait me transformer en menace. Et pour cela, chaque petite humiliation servait de brique. Je continuais pourtant à faire ce que j'avais toujours fait. Aider, soutenir, être présente. Non plus par naïveté, mais par habitude. Une habitude ancienne, profondément ancrée. Mais quelque chose en moi avait changé. Je n'acceptais plus intérieurement ce rôle qu'on m'imposait. Je me taisais, oui, mais je regardais. J'écoutais. Je mémorisais. Sans le savoir encore, j'étais déjà en train de sortir de leur récit, lentement, silencieusement, en reprenant possession de ma propre réalité. La révélation n'a pas pris la forme d'un coup de théâtre. Elle est arrivée un matin ordinaire, presque banal, comme si la vérité avait attendu que je sois prête à la voir, sans trembler. Je gardais la petite fille ce jour-là. La maison était calme, traversée par la lumière douce de fin de matinée. Elle jouait dans le salon, concentrée, et j'ai profité de ce moment pour ranger un peu. Rien d'inhabituel. J'ai ouvert un placard que je n'utilisais presque jamais, celui où l'on entassait des dossiers importants, ceux qu'on remet toujours à plus tard. En cherchant une vieille assurance, j'ai trouvé une chemise cartonnée que je ne reconnaissais pas. Elle portait mon nom. À l'intérieur, tout était soigneusement classé. Trop soigneusement. Des copies de courriels, des relevés bancaires, des notes manuscrites. Et surtout, un document qui m'a coupé le souffle. Une demande de rendez-vous chez un notaire, rédigée en mon nom, avec une signature qui ressemblait à la mienne, sans être la mienne. Une imitation appliquée, presque respectueuse. Comme si l'on avait voulu me remplacer sans bruit. Je me suis assise. J'ai relu chaque page, lentement, sans précipitation. Il n'y avait pas de doute possible. On préparait quelque chose. Un dossier. Un récit administratif. L'image d'une femme âgée confuse, incapable de gérer ses affaires, dont il fallait sécuriser le patrimoine. À mon insu. Sans mon consentement. Avec, en filigrane, cette idée dangereuse. Pour son bien. J'ai senti une colère froide m'envahir, mais surtout une lucidité nouvelle. Ce n'était plus une suite de petites humiliations. Ce n'était plus un conflit de caractère. C'était une tentative d'éviction méthodique. On ne se contentait plus de me dénigrer. On me préparait un rôle officiel, celui du problème à régler. J'ai continué à fouiller, avec méthode. J'ai découvert des échanges entre ma belle-fille et mon fils. Des phrases prudentes, mais claires. On y parlait de simplifier les choses, de prendre les devants, de ne pas la brusquer. Et puis cette phrase, qui m'a glacée. Si elle résiste, on aura les éléments. Les éléments. J'étais devenue un dossier. À cet instant précis, quelque chose s'est rompu en moi. Pas dans la douleur, mais dans la certitude. J'ai compris que si je continuais à me taire, je disparaîtrais légalement, lentement, proprement. Il ne cherchait pas le conflit. Il cherchait l'efficacité. Et l'efficacité, dans ce genre d'histoire, se nourrit du silence de ceux qu'on juge faibles. Je n'ai pas pleuré. Pas tout de suite. J'ai refermé la chemise. Je l'ai remise exactement à sa place. J'ai regardé l'heure. La petite fille riait dans le salon. Cette innocence-là m'a donné une force inattendue. Ce que je découvrais ne me concernait plus seulement. Cela dessinait un avenir où elle aussi pourrait apprendre que l'on efface les femmes quand elles dérangent. Quand ma belle-fille est arrivée, pour récupérer l'enfant, je l'ai accueillie comme d'habitude. Même sourire, même ton calme. Elle ne s'est doutée de rien. Elle a parlé vite, contrôlant l'espace, comme toujours. Moi, je l'écoutais différemment. Chaque mot prenait une autre couleur. Chaque phrase confirmait ce que j'avais vu. Ce soir-là, une fois seule, j'ai sorti un vieux carnet. Celui que je gardais au fond d'un tiroir depuis des années. J'y ai noté la date. J'y ai noté ce que j'avais trouvé. J'ai listé les documents. J'ai écrit sans émotion apparente, presque comme une secrétaire. Cette précision m'a apaisée. Mettre des mots, c'était reprendre la maîtrise. Je ne savais pas encore comment j'allais agir. Je n'avais pas de plan de vengeance. Mais je savais désormais une chose essentielle.
On m'avait menti, organisé, préparé une chute. Et cette connaissance changeait tout. Ce jour-là, le mot monstre a perdu son pouvoir, parce que le vrai danger n'était pas dans mon caractère supposé, mais dans leur calculé. Et face à un calcul, il n'y a qu'une réponse possible. La preuve. Les nuits suivantes ont été traversées par une lucidité nouvelle, presque douloureuse. Je me couchais avec la fatigue habituelle, mais le sommeil se fragmentait, revenait par vagues courtes, à plus peuplé de pensées qui refusaient de se taire. À côté de moi, la maison respirait doucement. Rien ne trahissait ce qui se jouait. Et pourtant, tout avait changé. Je revoyais la chemise cartonnée, les signatures imitées, les phrases prudentes, échangées entre eux. Ce n'était pas la peur qui m'empêchait de dormir, mais une question insistante. Comment je pu ne pas voir plus tôt? Je connaissais cette tentation de me blâmer. Elle m'avait accompagnée toute ma vie. J'y ai résisté. Cette fois, il ne s'agissait pas de naïveté. Il s'agissait de confiance accordée à tort, et la confiance, lorsqu'elle est trahie, ne transforme pas la victime en coupable. Je me levais parfois au milieu de la nuit pour m'asseoir à la table de la cuisine, sans allumer la lumière. Le tic-tac de l'horloge me semblait soudain rassurant, comme une preuve que le temps continuait d'avancer, même quand les certitudes s'effritaient. Je priais, mais autrement. Plus pour comprendre que pour être consolé. Montre à moi ce qui est juste. Donne à moi la force de ne pas me tromper. Les mots étaient simples, presque secs. Ils m'aidaient à rester droite. J'ai commencé à écrire. Pas des pages entières, non. Des notes brèves. Des dates. Des formulations exactes. Les phrases qu'ils utilisaient pour parler de moi, les moments où l'on m'avait écarté d'une décision. Je découvrais, à mesure que j'écrivais, une clarté méthodique. Mettre de l'ordre, c'était reprendre pied. Chaque ligne inscrite me ramenait du côté des faits, loin des interprétations qu'on m'avait imposées. Le doute revenait, par moments. Il se glissait entre deux pensées, comme un murmure familier. Et si tu exagérais? Et s'il voulait vraiment t'aider? J'accueillais ce doute sans le laisser s'installer. Je le confrontais aux documents, aux signatures, aux échanges, aux mots. Et le doute reculait, lentement mais sûrement. La vérité, quand elle est étayée, finit par tenir debout toute seule. J'ai compris alors que parler trop tôt serait une erreur. Leur stratégie reposait sur ma réaction. Un éclat de voix, une accusation, une crise, tout cela aurait nourri le récit qu'ils construisaient. La preuve de ma prétendue instabilité. Non. Il fallait rester calme. Invisible même. Le silence, pour une fois, devait être choisi. J'ai commencé à chercher les informations, discrètement. À la bibliothèque, sur un ordinateur que personne ne regardait. Je lisais des articles sur la protection juridique des personnes âgées, sur les abus de confiance, sur les mécanismes de mise sous tutelle déguisée. Je découvrais un vocabulaire précis, froid, mais éclairant. Les mots mettaient de la distance entre moi et l'émotion. Ils dessinaient des chemins possibles. Je comprenais que la loi, si souvent présentée comme lointaine, pouvait devenir un appui solide, à condition d'être patiente. Un après-midi, j'ai pris un rendez-vous, sans encore savoir exactement ce que j'allais dire. J'ai prétexté une course. J'ai marché longtemps, avant d'entrer dans le bureau. J'avais le cœur serré, non par peur, mais par gravité. Ce que j'allais évoquer était sérieux. J'ai posé des questions générales, sans tout dévoiler. J'ai écouté. On m'a répondu sans condescendance. On m'a parlé de procédure, de preuves, de délais. Je suis sortie avec une certitude nouvelle. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas seule. De retour chez moi, j'ai rangé mes notes dans une chemise neutre. J'ai replacé le carnet au fond du tiroir. À la surface, rien ne changeait. Je continuais à garder ma petite fille, à sourire quand il le fallait, à répondre par des phrases simples. Mais à l'intérieur, quelque chose se consolidait. Une colonne vertébrale retrouvée. Les nuits se sont faites un peu plus longues, mais moins agitées. Je dormais par blocs, et entre deux réveils, je planifiais. Pas une vengeance. Une protection. Une ligne à ne plus laisser franchir. Je pensais à l'avenir, au mien, à celui de cet enfant qui jouait sur le tapis, sans savoir ce qui se tramait. Je me disais que la vérité ne se défend pas par des cris,
mais par des preuves bien gardées. À mesure que les jours passaient, je sentais la peur se transformer. Elle devenait vigilance. La tristesse se transformait en lucidité. Et cette lucidité me donnait une force calme, presque austère. Je ne cherchais plus à être aimée à tout prix. Je cherchais à rester entière. Je savais désormais une chose essentielle. Ils avaient sous à estimer ma capacité à observer, à comprendre, à attendre. Et attendre, lorsque l'on sait pourquoi, n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. La décision de passer à l'action ne s'est pas imposée dans un élan de colère. Elle est venue avec une précision presque administrative, comme si mon esprit avait enfin trouvé sa juste place. J'avais compris une chose essentielle. Pour me protéger, je devais sortir de leur terrain émotionnel et entrer dans le mien. Celui des faits, des dates, des signatures, de la loi. J'ai pris rendez-vous chez un notaire dans une commune voisine, loin de leurs habitudes, loin des regards. J'ai dit à mon fils que j'avais un contrôle médical. Il n'a pas insisté. Il ne posait plus de questions quand il s'agissait de moi. Cette indifférence, autrefois douloureuse, m'offrait désormais un espace précieux. Au cabinet, j'ai parlé calmement. J'ai sorti les documents. J'ai expliqué ce que j'avais trouvé, sans qualifier, sans accuser. Le notaire a pris le temps. Il a relu. Il m'a posé des questions précises. Pas une seule fois, il ne m'a regardé comme une femme confuse. Il me parlait comme à une personne responsable, titulaire de droit. Cette reconnaissance m'a redressé plus sûrement qu'un discours. Nous avons commencé par sécuriser l'essentiel. Annuler toute démarche engagée sans mon consentement. Vérifier l'état exact de mes comptes. Mettre par écrit ce qui devait l'être. Chaque étape était claire, balisée. Rien d'illégal. Rien de dissimulé. Je tenais à cette rigueur. Je voulais que, quoi qu'il arrive, personne ne puisse remettre en cause ma lucidité. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire, à mon nom seul, dans un établissement où personne ne me connaissait. Le jour où j'ai signé les papiers, j'ai ressenti une émotion étrange, presque solennelle. Ce n'était pas une rupture, c'était une reprise de contrôle. J'y ai transféré ce qui m'appartenait légitimement. Pas un euro de plus, pas un de moins. Je ne voulais rien devoir à personne, surtout pas à ceux qui m'avaient déjà trop pris. Puis il y a eu la question de la maison. Cette maison où j'avais tant donné, tant eu, tant supporté. Le notaire m'a expliqué mes options. J'ai hésité. Pas longtemps. Rester, c'était accepter de continuer à être surveillé, évalué, préparé à une mise à l'écart future. Partir, c'était rompre le scénario qu'ils écrivaient sans moi. J'ai signé le mandat de vente d'une main ferme. En sortant, j'ai respiré profondément. J'avais l'impression de quitter une pièce trop étroite. À la maison, je continuais à jouer mon rôle. Je gardais la petite fille. Je répondais poliment. Je souriais quand il le fallait. Ma belle fille parlait beaucoup. Elle contrôlait l'espace, le temps, les récits. Je l'écoutais avec une attention nouvelle, presque clinique. Chaque phrase confirmait son assurance. Elle était convaincue d'avoir l'ascendant. Cette certitude était ma meilleure protection. J'ai rédigé un testament, un vrai, précis, sans ambiguïté. Pas pour punir, mais pour décider. Pour poser mes limites noir sur blanc. En le signant, j'ai ressenti une paix grave. Ce document n'était pas une arme. C'était un garde-à-fou. Une manière de dire « je suis encore là, et je choisis ». Parfois, le doute revenait. Le soir, devant le miroir, je me demandais si j'allais trop loin, si tout cela était nécessaire. Puis je revoyais la chemise cartonnée, la signature imitée, le mot monstre prononcé sans trembler. Et le doute se dissipait. Ce que je faisais n'était pas excessif, c'était proportionné. Réfléchi. Juste, je classais tout avec soin. Les copies, les courriers, les relevés. Une chemise claire, rangée dans un endroit sûr. Je notais les dates importantes dans mon carnet. Je ne laissais rien au hasard. Cette méthode me calmait. Elle transformait l'angoisse en structure, la peur en organisation. Il ne se doutait de rien. Mon fils parlait de projets, de vacances futures, de ce qui serait plus simple pour tout le monde. Ma belle fille acquiesçait, sûre de son récit. Je les écoutais sans intervenir. Chaque mot me confirmait que j'avais choisi le bon tempo. Trop tôt, ils auraient accéléré.
Trop tard, il aurait été trop risqué. Là, j'étais exactement où je devais être. Un soir, en rangeant mes papiers, j'ai pris conscience d'une chose qui m'a presque surprise. Je n'avais plus peur. Pas cette peur ancienne, poisseuse, qui m'accompagnait depuis des années. À sa place, il y avait une vigilance calme, une détermination sans éclat. J'avais cessé d'attendre qu'on me comprenne. J'agissais pour me protéger. Je savais que le moment viendrait où tout cela éclaterait, où les certitudes se fissureraient, où les mots ne suffiraient plus. Mais je n'étais plus pressé. J'avais préparé le terrain, légalement, méthodiquement, dignement. Et derrière ce masque de tranquillité, je construisais, pas à pas, la seule réponse possible à tant d'années d'effacement. Une vérité impossible à nier. Le basculement s'est produit un matin gris, sans annonce. Pas de cri, pas de scène préparée. Juste un appel téléphonique qui a sonné trop tôt, trop sec, comme un couperet. Mon fils était au bout du fil. Sa voix était tendue, étranglée par une nervosité qu'il essayait mal de masquer. « Maman, il faut qu'on parle. » Cette phrase, je l'avais entendue 1000 fois, toujours avant qu'on m'explique ce que j'étais censée accepter. Cette fois, je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis contentée d'écouter sa respiration précipitée. Je savais déjà que quelque chose venait de leur échapper. Ils avaient reçu un courrier. Pas un simple courrier, non. Une notification officielle. Des demandes de vérification. Des incohérences relevées. Les démarches engagées en mon nom, sans mon accord, venaient de remonter à la surface. La machine administrative, lente mais implacable, s'était mise en marche. Et avec elle, la panique. Ils ont voulu me voir le jour même. Pour clarifier, disait Aïl, clarifier. Comme si la vérité avait besoin d'être arrangée. J'ai accepté, d'une voix calme. J'avais attendu ce moment sans impatience, sans excitation. Il était simplement arrivé. Quand je suis entrée chez eux, l'atmosphère était lourde. Ma belle fille se tenait droite, trop droite. Elle parlait vite, comme quelqu'un qui veut contrôler le récit, avant même qu'il ne soit raconté. Elle a commencé par nier, puis par minimiser, puis par expliquer qu'il y avait eu des malentendus, des initiatives maladroites, prises pour mon bien. Mon fils acquiesçait, blême, pris entre deux loyautés qu'il n'avait jamais su départager. Je me suis assise. J'ai posé mon sac à côté de moi. Je n'ai pas interrompu. Je les ai laissés dérouler leur version, avec ses contradictions, ses justifications trop nombreuses. Plus ils parlaient, plus leur assurance se fissurait. La peur commençait à percer, fine, tranchante. Quand le silence s'est installé, j'ai sorti les documents. Lentement. Un à un. Les copies, les dates, les signatures comparées, les échanges imprimés. Je n'ai pas levé la voix. Je n'ai pas accusé. Je n'ai pas dit tu ou vous. J'ai simplement posé les faits sur la table, comme on aligne des preuves dans un dossier. Chaque feuille semblait retirer un peu d'air à la pièce. Ma belle fille a pâli. Elle a d'abord tenté de rire. Un rire sec, mal placé. Tu interprètes tout de travers. A hâté à elle lâcher. Mais sa voix tremblait. Mon fils, lui, regardait les papiers sans les toucher, comme s'ils pouvaient brûler. Il a murmuré. Ce n'est pas ce que je croyais. Cette phrase-là m'a traversée sans m'atteindre. Elle arrivait trop tard pour réparer quoi que ce soit. Puis il y a eu la colère. Brutale, désordonnée. Elle a parlé de trahison, de paranoïa, de manipulation. Elle a dit que je détruisais la famille, que je faisais tout cela par vengeance. Les mots sortaient vite, mal choisis. Elle cherchait à provoquer une réaction, un éclat, une faille, quelque chose qui pourrait encore servir son récit. Je suis restée immobile. Ce calme l'a déstabilisée plus que tout. Parce qu'elle comprenait, à mesure que les secondes passaient, que je n'étais plus sur son terrain. Je n'étais plus la belle amère qu'on pousse à bout pour ensuite la disqualifier. J'étais devenue un point fixe, appuyé sur des preuves qu'elle ne pouvait pas balayer d'un mot. Mon fils a fini par s'effondrer sur une chaise. Il répétait qu'il ne savait pas, qu'il n'avait pas voulu ça, qu'il avait fait confiance. Je l'ai regardé, longuement. J'ai pensé à l'enfant qu'il avait été, à l'homme qu'il n'avait jamais osé devenir. J'ai ressenti une tristesse profonde, mais aucune hésitation.
La compréhension n'efface pas les actes. Elle ne les annule pas. La discussion s'est terminée sans conclusion nette. Il n'y avait plus rien à négocier. Les démarches étaient lancées. Les responsabilités établies. Les regards ont changé. Là où il y avait eu de l'arrogance, il n'y avait plus que de l'inquiétude. Là où elle m'avait appelé monstre, je voyais maintenant une peur nue, sans masque. Je me suis levée. J'ai rangé les documents dans mon sac. J'ai dit une seule phrase, posée, définitive. Je n'ai rien inventé. Je n'ai rien exagéré. J'ai seulement prouvé. Personne ne m'a retenu. En sortant, j'ai senti quelque chose se détacher en moi. Comme un fil qu'on coupe après l'avoir trop longtemps laissé serrer. Je n'avais pas gagné une bataille. J'avais mis fin à un mensonge. Et cette fin à là était irréversible. Ce jour-là, j'ai compris que le piège s'était refermé non pas parce que j'avais été plus forte, mais parce que j'avais été patiente. Parce que j'avais attendu que la vérité soit prête à être vue, sans que j'aie besoin de la défendre par des cris. Ils avaient voulu me transformer en monstre. Ils avaient oublié une chose essentielle. Les monstres n'ont pas besoin de preuves. Les femmes qu'on tente de faire taire, si. Et moi, j'en avais. Après cette confrontation, quelque chose s'est défait, définitivement. Pas dans le bruit, pas dans l'excès. Dans un glissement silencieux, presque administratif. Comme une famille qui cesse d'être une famille et devient une suite de responsabilités, à solder. Les jours suivants, les appels se sont multipliés. Pas pour prendre de mes nouvelles. Pour comprendre, pour anticiper, pour limiter les dégâts. Mon fils appelait d'une voix hésitante, posait des questions imprécises, cherchait à savoir jusqu'où j'irais. Ma belle-fille, elle, est restée silencieuse. Un silence stratégique, tendu, chargé de calculs. Cette respiration à là m'a appris plus que des années de concessions. Je pouvais exister sans me justifier. Les premiers jours, j'ai surtout observé. Les bruits du quartier. Les habitudes des voisins. Le rythme du jour, qui n'était plus dicté par les besoins des autres. J'ai pris mes repas à des heures irrégulières, juste parce que j'en avais envie. J'ai laissé la vaisselle attendre. J'ai marché sans but précis. Non, cette liberté semblait presque indécente au début, comme un luxe qu'on n'ose pas s'accorder quand on a passé sa vie à servir. La nuit, j'ai dormi autrement. Pas profondément au début, mais sans cette alerte constante qui me tenait éveillée. Quand je me réveillais, ce n'était plus pour anticiper une attaque ou une accusation. C'était pour écouter le silence. Un silence simple, plein. Je me suis rendu compte que la peur s'éloignait à mesure que mes gestes redevenaient miens. J'ai repris des habitudes abandonnées depuis longtemps. C'est lire sans être interrompu. Écrire quelques lignes sans objectif. J'écrivais pour déposer ce qui restait en moi, pas pour convaincre qui que ce soit. Les mots sortaient lentement, sans colère. Ils me rappelaient que mon histoire ne se résumait pas aux dernières années, ni à ce rôle qu'on avait tenté de m'imposer. Parfois, des pensées me revenaient. Mon fils. Sa faiblesse. Sa confusion. Je ne cherchais plus à l'excuser ni à le condamner. Il était ce qu'il était devenu. Ma belle-fille, elle, apparaissait moins souvent dans mon esprit. Son pouvoir s'était dissous avec la distance. Les mots qu'elle avait prononcés n'avaient plus de prise ici. Monstre. Ce mot, autrefois lourd, n'avait plus de poids. Il s'était vidé de sa menace. Je me suis interrogée sur le pardon. Pas comme une obligation morale, mais comme une possibilité intérieure. Pardonner n'était pas oublier, ni revenir. C'était refuser que la colère continue de décider à ma place. Je n'étais pas encore prête à tout pardonner, et c'était très bien ainsi. La paix ne se décrète pas, elle se construit. Un après-midi, en arrosant quelques plantes que j'avais achetées sans raison particulière, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. De la fierté. Pas celle qui cherche l'admiration, mais celle qui naît quand on a tenu bon sans se trahir. J'avais protégé ce qui pouvait l'être. J'avais refusé de disparaître. À mon âge, ce n'était pas une petite victoire. Les jours ont commencé à se ressembler, et cette ressemblance me rassurait. Je n'attendais plus d'appels. Je ne consultais plus mon téléphone avec appréhension. Si des nouvelles arrivaient, je les accueillerais. Sinon, je continuais. Ma vie n'était plus suspendue aux décisions d'autrui. Un soir, en fermant les volets, j'ai compris que je n'étais plus en fuite. J'étais arrivée quelque part, pas seulement dans un lieu, mais dans un état.
celui où l'on n'a plus besoin de prouver sa bonne foi, ni sa normalité, ni sa valeur. J'avais cessé d'être un personnage dans le récit des autres. Ce nouveau départ n'effaçait rien. Il n'effaçait ni l'amour passé, ni la trahison, ni la douleur. Mais il leur donnait une place juste. Ni centrale, ni envahissante. Et dans cette justesse retrouvée, je découvrais une chose simple et rare. La possibilité de vivre sans me défendre. Le dernier jour n'avait rien d'exceptionnel. Aucun événement précis pour le distinguer des autres. Et pourtant, je savais qu'il marquait une fin. Pas la fin d'une histoire, elle ne se termine jamais vraiment, mais la fin d'une emprise. Je me suis levée tôt, comme souvent désormais. La maison était silencieuse, habitée par une paix que je n'aurais pas su imaginer quelques mois plus tôt. J'ai préparé mon café lentement, sans penser à personne d'autre que moi. Ce simple geste, autrefois automatique, était devenu un choix. Je me suis assise près de la fenêtre, la tasse entre les mains, et j'ai laissé mes pensées venir, sans les diriger. Je repensais à tout ce qui avait été dit sur moi. Les mots durs, les étiquettes. Monstre. Ce mot Allah, en particulier, avait tenté de me réduire, de m'enfermer dans un rôle commode, pour ceux qui voulaient décider à ma place. Aujourd'hui, il me semblait presque étrange, comme un vêtement trop grand qu'on m'aurait forcé à porter un temps. Il ne m'allait pas. Il n'avait jamais été à ma taille. Je n'ai pas cherché à réécrire le passé. J'ai compris que vouloir être réhabilité dans le regard de ceux qui m'avaient déjà condamné était une autre forme de dépendance. Ce regard Allah ne m'appartenait pas. Ce qui m'appartenait, en revanche, c'était ce que je faisais désormais de ma vie. Et pour la première fois, cette idée ne m'effrayait pas. Je pensais à mon fils, à l'enfant que j'avais porté, protégé, encouragé, à l'homme qu'il était devenu, incapable de trancher, préférant le confort du silence à la clarté d'un choix. Je n'éprouvais plus de colère à son égard, seulement une tristesse douce, presque lointaine. L'amour ne disparaît pas. Il change de forme. Il devient lucide, moins exigeant, moins aveugle. Quant à ma belle fille, elle n'occupait plus qu'un espace réduit dans mon esprit. Elle avait cru pouvoir me définir, me disqualifier, m'effacer par les mots. Elle ignorait que je n'avais pas besoin de reconnaissance pour exister, seulement de vérité, pour me tenir droite. Ce qu'elle avait tenté de construire contre moi s'était effondré sous son propre poids. Je n'avais pas eu à pousser. J'ai compris alors quelque chose d'essentiel. La justice n'est pas toujours un affrontement. Elle n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle consiste simplement à reprendre ce qui a été confisqué, sa voix, son ton, sa dignité, et à se retirer sans fracas, à laisser derrière soi ceux qui confondent domination et sécurité. Je me suis levée et j'ai ouvert la fenêtre. L'air frais est entré doucement. J'ai respiré profondément, en conscience. À mon âge, je n'attendais plus de grandes réparations symboliques. Je n'avais pas besoin d'excuses tardives, ni de regrets mis en scène. J'avais obtenu quelque chose de plus précieux. La cohérence intérieure. La certitude d'avoir agi sans me renier. Je me suis adressée, intérieurement, à celles qui, peut-être, vivent encore ce que j'ai vécu. Celles à qui l'on fait porter des mots trop lourds, pour justifier des gestes injustes. Celles qu'on accuse d'être difficiles, excessives, dangereuses, simplement parce qu'elles refusent de disparaître. Je ne leur dirai pas de crier, ni de se battre dans le bruit. Je leur dirai d'observer, de noter, de comprendre, de se faire confiance, même quand tout autour cherche à les en détourner. Il faut parfois du temps pour admettre que le silence qu'on nous a imposé peut devenir un choix, un silence plat, construit, qui n'est plus une soumission, mais une frontière. Un silence qui protège au lieu d'effacer. Ce matin, Allah, en refermant la fenêtre, je me suis sentie entière. Pas victorieuse, entière. Et cette intégrité retrouvée valait tous les maux qu'on avait essayé de m'enlever. Alors, sans colère, sans amertume, avec la gravité tranquille de celles qui savent ce qu'elles ont traversé, j'ai laissé cette vérité s'installer en moi, définitivement. Le silence peut aussi être une forme de justice.